Elle a débuté sa carrière professionnelle en Asie pour une entreprise de couteaux industriels. Elle est revenue en Belgique juste avant la crise sanitaire et elle a fondé en 2022 une start-up à impact qui veut digitaliser la philanthropie. Bonjour Marie Loger. Bonjour. Alors, cette start-up, elle s'appelle Better. On va en parler abondamment, mais revenons d'abord à votre parcours qui est assez atypique. Vous avez étudié le management à l'ICHEC avec déjà, durant vos études, un appel de l'Asie, on peut dire ? Oui, en fait, j'ai choisi l'ICHEC parce qu'ils sont connus pour être forts en langue et particulièrement, on peut apprendre 3 langues en plus de sa formation en économie. Et moi, j'ai toujours eu envie d'avoir comme 3e langue le chinois. Et là, c'était permis. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi l'ICHEC et pas une autre école. Et donc, avec cette envie de faire un Erasmus en Asie. Donc, le premier choix de l'Erasmus, c'était où ? Le premier choix, c'était à Macao. J'ai pas eu mon premier choix qui était Shanghai. C'est la première auditoire qu'il a eu, bravo à elle. Mais du coup, Macao et ensuite Taïwan, donc en première master. Donc, j'ai eu la chance de faire 2 Erasmus, ce qui est assez fou. De plusieurs mois, donc, là, oui, 2 déjà. fois 5 mois, un semestre. Donc, et là-bas, vous avez pratiqué une langue asiatique ? Oui, alors les cours sont en anglais, heureusement, sinon on n'apprendrait pas grand-chose. Ouais. Mais la vie quotidienne est dans la langue courante. À Macao, c'est le cantonais, mais on avait par ailleurs des cours de mandarin. Et à Taïwan, c'est le mandarin, donc on est vraiment en immersion totale. Et c'est une expérience extraordinaire. Alors, en diplôme en poche, en 2011, vous travaillez d'abord pour ING pendant 2 ans, ici en Belgique, et puis vous repartez en Asie en 2013, cette fois à Kuala Lumpur, grâce au Fonds Prince Albert. Oui, le Fonds Prince Albert, c'était vraiment une opportunité unique. Moi, j'avais à ce moment-là 26 ans. Je rêvais de repartir à l'étranger, mais on ne sait pas par où commencer. On n'a pas encore de network, etc. Et puis, c'est une amie qui m'avait parlé du fonds et qui me disait, mais en fait, c'est super, ils envoient des jeunes de moins de 30 ans à l'étranger pour une entreprise belge. Donc, je me disais, bingo, c'est l'opportunité. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Et à partir de là, en fait, ils sélectionnent les jeunes, une trentaine de jeunes par année, et à nous d'aller chercher un projet et donc de rencontrer des entreprises, etc. Moi, j'avais toujours ma vision asiatique et en venant des banques, je voulais une PME, donc je voulais l'opposé en fait. Je voulais une PME et je voulais un produit tangible. Pouvoir me dire à la fin de la semaine, on a produit ça. Et donc de fil en aiguille, j'ai rencontré des entrepreneurs et je suis tombée sur cette entreprise familiale basée à Verviers. Et il y a vraiment eu un match en fait avec le fondateur et je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de bosser pour lui en fait. Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas à Kuala Lumpur exactement ? Alors, ils avaient ce qu'ils appellent des ateliers d'affûtage. Donc, ils produisent toujours des broyeurs de recyclage, qui sont des très très grands couteaux très lourds, qui sont utilisés dans l'industrie du plastique, quand on produit du plastique pour après produire des bouteilles en plastique, peu importe plein de choses, ou pour ceux qui recyclent du plastique. Et en fait, historiquement, leurs clients mettaient ces couteaux sur des bateaux, leur renvoyaient en Belgique pour qu'ils soient affûtés. Ces couteaux doivent être affûtés tous les 2-3 mois. Et donc, ça n'avait plus de sens. Et donc, ils ont ouvert un atelier de maintenance et d'affûtage à Kuala Lumpur et j'ai été gérer cet atelier d'affûtage. Pendant combien de temps ? Pendant près de 3 ans. Et c'était fou. J'ai débarqué à 26 ans. Là, on m'a donné des chaussures de sécurité, un pantalon. On m'a dit, voilà les ouvriers, voilà l'équipe de vente, voilà. Et voilà, j'ai commencé complètement from scratch. Et ça a été une sacrée expérience, hyper enrichissante, très seule parfois. Oui. Parce que, voilà, ça a été d'abord l'expérience du Fonds Prince Albert, ça devait être déterminé dans le temps, mais cette entreprise, après, elle vous a gardé, elle vous a envoyé à Bangkok, vous allez rester 2 ans et demi à Bangkok, toujours pour cette entreprise. Quel souvenir vous gardez de toute cette expérience asiatique ? Voilà, donc le Fonds Prince Albert, c'est 1 an, et moi j'avais cherché un projet où l'objectif temporel était plus long. Et c'était vraiment la vision qu'on avait avec l'entreprise, c'était de se dire, le Fonds Prince Albert, c'est un peu la période d'essai, et si ça fonctionne, ce sera un projet de 4-5 ans. Ça, c'était l'idée de base. Okay. Quand on était à Kuala Lumpur, on s'est rendu compte qu'ils avaient ouvert leur entreprise à Kuala Lumpur comme on le fait en Europe. En Europe, ils étaient basés à Verviers pour aider, pour servir leurs clients en Hollande, en Allemagne, en France. Et ils s'étaient dit, de Kuala Lumpur, nos plus grands marchés, c'est Singapour, Taïwan, Thaïlande, Indonésie, on va être au milieu. Okay. Mais en fait, on n'a pas d'Europe. Donc, dès qu'on importe un couteau de Thaïlande, il faut payer des frais d'import, des frais d'export après. Et donc, après 2-3 ans, on s'est dit, en fait, au lieu de faire grandir la Malaisie et de faire un super centre, on va ouvrir des petits ateliers partout dans les pays pour être plus proche des clients parce que ça correspond mieux au marché local. Et donc, quand j'ai proposé cette idée, ils m'ont dit, OK, prends ton avion, va à Bangkok et trouve un lieu, on va ouvrir un 2e atelier. Donc ça, c'était fou.
Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous décidez de revenir? Parce que vous auriez pu vous développer là-bas, développer et ouvrir d'autres points, d'autres antennes de cette entreprise. Oui, c'est ça. Donc, il y avait un autre jeune qui, lui, était en Indonésie, qui avait ouvert là-bas tout un atelier de production. Et en fait, je me suis rendu compte que ma force était vraiment d'amener un projet de 0 à 1, comme on dit, et donc de le mettre sur pied, d'avoir l'énergie du début, de trouver les lieux, de recruter les équipes, etc. Mais après 2-3 ans, quand le projet commence à fonctionner, quand on commence à avoir du chiffre d'affaires, il faut en fait un autre type de profil qui est doué en process, où il faut que les choses sortent de sa tête, et il faut les mettre par écrit. Et donc là, en toute transparence, j'étais pas le bon profil pour ça. Et donc, je l'ai dit, avant la crise sanitaire, vous revenez en Belgique. On arrive tout doucement à Better, on va vraiment en parler. Mais avant ça, vous travaillez quelques mois comme CEO pour Imagine Belgium. C'est quoi ? Alors, Imagine Belgium, c'était le projet d'un start-up studio. Et la vision était assez claire. C'était en fait, dans le centre de Bruxelles, il y a 4 millions de voyageurs qui passent par an. Et il n'y a pas un musée où en 1 heure, on peut vite vivre une expérience digitale qui nous montre tout sur la culture belge. Un truc moderne avec de la VR, des projections, etc. Et donc, on avait un lieu sur la Grand Place et l'idée était d'ouvrir ça là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le Covid. Voilà. Donc oui, le projet a été, on a ouvert, fermé. Ouais, et puis, donc c'était compliqué, quoi. Et les loyers Grand Place, c'est une réalité difficile à contourner. Et donc vous décidez en 2022 de lancer votre propre start-up cette fois avec Thomas Carton. Ça s'appelle Better. D'où vient le déclic ? Pourquoi vous lancez votre entreprise ? Alors, il est né du constat, Thomas et moi, on était bénévoles dans quelques associations et on se connaissait pas. Et en fait, on se rendait compte que quand on parlait aux associations et qu'on disait comment on peut vous aider davantage, c'était toujours la même chose qui revenait. On doit lever des fonds, vous pouvez nous aider en organisant un événement pour lever des fonds. Thomas, il est codeur, donc c'était tout le temps, crée-moi un site internet où je peux lever des fonds, enfin voilà. Et on s'est rendu compte, en fait, que les associations en Belgique passent plus de 30% de leur temps à lever des fonds. Et donc on était là, mais si on peut les libérer de ce temps, c'est fou. Et Thomas et moi, on commençait à raconter cette histoire à pas mal de fondations, etc. Et par ailleurs, il y a une fondation, la fondation Jingo, qui avait comme objectif de digitaliser et démocratiser la philanthropie. Et donc, au fur et à mesure des discussions, il y a des gens qui nous ont dit, vous trois, il faut que vous rencontriez. Donc, c'était en fait une tripartite de la fondation qui nous a donné les premiers financements. Et Thomas et moi, on s'est rendu compte, il y a eu un match et c'est comme ça, en fait, que ça a été lancé. Donc, je l'ai dit en introduction, Better, c'est le nom de votre entreprise, veut digitaliser la philanthropie, en la rendant plus simple et surtout plus participative. Alors, qu'est-ce que vous proposez très concrètement aux entreprises ? Aux entreprises ? Aux entreprises, et, enfin en général. Là, commençons par l'application en elle-même. L'application. Mais donc, à la base, c'était vraiment B2C et la vision était très simple. C'est le donateur moyen vieillit chaque année. Or, il y a toute la population active qui ne donne pas et qui donne moins que la génération précédente. Et moi, je voulais pas accepter le postulat de base que notre génération était juste plus radine. Et donc, en fait, c'est parce que souvent, les associations communiquent encore d'une manière qui ne correspond pas à notre génération, pas spécialement sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, on s'est dit, OK, on va faire une application où les gens peuvent venir, peuvent nous dire leurs envies de changement. C'est très personnel. Moi, ça peut être le climat, quelqu'un d'autre, ça peut être le décrochage scolaire, peu importe. Donc, chacun vient, nous dit les envies de changement qu'il a envie de financer et nous dit le moyen qu'il est prêt à donner par mois. Ça commence des 5 €. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit simple et que ce soit fun. Et puis, nous, tous les mois, on leur envoie une association et on leur dit, ce mois-ci, on te propose de donner tes 10 € à Teach for Belgium. Et alors, on swipe, en fait, comme sur LinkedIn, comme sur Tinder. Ah oui, super, c'est un match. Je veux que mon budget de ce mois-ci aille là. Ou bien, ah non, ça, c'est pas vraiment un match. Et donc, au fur et à mesure, avec l'algorithme, on vous connaît de mieux en mieux. Et l'idée, c'est de la découverte. Et donc, au lieu que le don soit vu comme une contrainte, on se dit plutôt, moi, je suis conscient de tous les problèmes existants dans notre société. En revanche, je suis pas conscient que tous les jours, il y a des gens qui travaillent à des solutions. D'accord. Et je suis ravie de les financer à hauteur de 10 € par mois. On parle de 2 cappuccinos par mois. Donc voilà. Et donc, c'est redonner de la légèreté et du fun et recréer des ponts entre ce monde associatif qui tous les jours fait des choses extraordinaires et le citoyen, en fait, qui, quand il est au courant, est ravi d'aider. D'ailleurs, voilà, vous l'avez dit, la formule n'est pas de moi, mais de vous. Vous vous présentez comme le Tinder Exactement. de la philanthropie belge. Oui. Alors, vous l'avez dit au début, vous étiez B2C. À un moment, vous avez switché vers le B2B. Pourquoi ce changement de stratégie ?
Alors, deux choses. D'une part, c'est une réalité économique. Si le B2C est vraiment notre mission philanthropique et qu'on est ravis d'amener des donateurs d'aujourd'hui à devenir des philanthropes demain grâce à tous ces outils, il faut quand même avoir un business model. Et en plus de ça, on a pas mal de nos membres qui étaient en fait par ailleurs des entrepreneurs ou des dirigeantes d'entreprises qui nous disaient « mais en fait, ce serait super d'avoir ça dans notre entreprise ». Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si les grandes entreprises, elles ont des grands départements CSR, etc., les PME, mais c'est difficile. Ils n'ont pas d'outils. Oui, souvent là où le dirigeant d'entreprise, il est déjà HR, CFO, CEO. Si en plus de ça, il faut être responsable CSR, ça commence à être beaucoup de casquettes. Et donc, l'idée est de se dire, OK, amenons ça aux entreprises, un outil hyper simple, mais participatif. Parce que pour enthousiasmer ses employés, en fait, c'est difficile de dire, ah voilà, cette année, on a donné 5 000 € à telle association, soyez enthousiastes. Oui, OK, mais ça me correspond peut-être pas. Or là, l'entreprise qui a par exemple 50 employés, elle va dire en fin d'année, chaque employé va recevoir un don cadeau de 100 € qu'il peut allouer à l'association de son choix. Et donc le message est très différent parce que l'impact est le même, on soutient des associations, mais le message qu'on donne à ses employés, c'est vos envies de changement comptent, votre avis compte, et je vous donne du pouvoir en fait d'agir grâce à l'entreprise. Ok. En janvier, vous allez fêter déjà vos 4 ans de bons et loyaux services. Better a déjà permis de récolter combien d'argent pour combien d'associations en fait? Donc aujourd'hui, on a environ 35 associations sur notre site. On a un on-board, on en fait venir sur le site entre 10 et 20 par an. Il y a tout un processus de sélection, etc., rigoureux, parce qu'on se porte garant de leur qualité vis-à-vis des entreprises, donc on a un rôle quand même assez important. Et depuis le début, je sais pas, parce que la première année, on n'était pas vraiment live, etc., mais par exemple, l'année passée, on a récolté 250 000 €, et l'idée de pas doubler chaque année, mais de faire une croissance de 40% par an, donc on vise les 400 000 €, on verra. Bravo, bravo. Alors, grande nouveauté, depuis le mois dernier, vous avez lancé le tout premier chèque solidarité d'Europe avec un partenaire, et pas n'importe lequel, on parle de Moniz, qui est célèbre pour ses chèques repas. Ça consiste en quoi, ce premier chèque solidarité ? Mais en fait, quand on a commencé à aller voir les entreprises, on s'est rendu compte que les entreprises qui avaient un HR ou une HR, ou même le dirigeant qui émettait des chèques repas, et qui, en fait, il disait, en fait, il y a plein d'outils. Et c'est vraiment sympa, votre initiative, mais c'est un peu yet another tool, comme ils disent. Donc, c'est encore un outil où quand quelqu'un rejoint l'entreprise, j'ai ma petite liste et je dois me dire, je dois lui donner une adresse mail, je dois le mettre sur Slack, je dois le mettre sur Moniz, je dois le mettre... Et donc, c'est compliqué. Et donc, on a compris qu'en fait, ça aurait été plus efficace si on était intégré aux outils existants. D'accord. Et là où les employeurs doivent aller tous les mois, c'est les chèques repas, vu que ça dépend des jours de présence des employés. Et donc l'idée, c'est d'être intégré dans un outil existant. Et Moniz nous a semblé le bon partenaire parce qu'ils sont très innovants. C'est vraiment l'acteur de référence pour les PME qui sont aussi notre target. Et donc l'idée, c'est que quand on va émettre les chèques repas pour ses employés, on peut rajouter maintenant un chèque solidarité tous les mois ou tous les trimestres ou tous les 6 mois on choisit et qui permet à chaque employé de donner le montant qu'on choisit, 5, 10, 20 € à l'association de son choix. Et donc d'ajouter de la solidarité dans ces chèques qui sont d'habitude plus pour le pouvoir d'achat. Donc si je vous comprends bien, ce sont les employés qui reprennent en quelque sorte le pouvoir de la politique RSE d'une entreprise ? Voilà, tout à fait. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, si on peut se permettre en tant qu'entreprise de redonner un peu aux associations, de participer à notre écosystème, c'est en grande partie grâce au travail des employés. Donc, au lieu de le faire de manière descendante et de l'imposer aux employés, on va plutôt le faire de manière ascendante et collecter les envies de toutes leurs envies de changement qui sont très personnelles, qui dépendent de leur vécu, de leur histoire, et je leur permets d'exprimer ça. Voilà, l'un, ça peut être soutenir la fondation contre le cancer, ou vous l'avez dit, ou une fondation pour le climat, ou pour une enfance. L'avantage pour l'entreprise qui passe par vos services, c'est que vous pouvez aussi en feedback, elle peut avoir un reporting, toute une série de statistiques, des data. C'est ça. Donc l'avantage est en fait triple. Le premier, c'est qu'on fait cette sélection d'associations, donc ils doivent pas, c'est pas leur métier de savoir quelle association est sérieuse ou pas. La deuxième est qu'on crée tout le contenu, donc les employés ils ont des vidéos, etc. C'est chouette. C'est pas des longs rapports annuels qu'ils doivent lire parce que ça personne le ferait, donc c'est des petites vidéos de 90 secondes. Et le troisième, c'est qu'on a un
reporting. Donc, on collecte toutes ces datas. Et puis, de manière annuelle, on dit à l'entreprise, ben voilà, les associations les plus soutenues, les thématiques les plus soutenues, les régions dans lesquelles vos employés ont envie d'agir. Voici le taux d'engagement. Et donc, après, c'est en fait les premières réponses si l'entreprise veut aller plus loin. Si elle dit, OK, ben, je veux organiser un team building solidaire ou je veux participer à telle marche ou telle. Et donc, on leur donne toutes des pistes pour après faire vivre cette politique RSE dans leur entreprise. Et l'idée, ce sera ma dernière question, c'est de, vous l'avez dit il y a quelques minutes, c'est quelque part de rajeunir le profil des donateurs. Hein. On sait que statistiquement, c'est surtout les pensionnés, c'est de ramener ça dans la population active. C'est de ramener ça dans la population active et de donner aux entreprises une réponse qu'en fait la génération Z, comme on dit, est en demande. Beaucoup veulent trouver du sens au travail, demandent à leur entreprise, mais vous existez pour quoi d'autre que générer du profit? Et ça, c'est une première partie de la réponse. Eh bien, merci beaucoup, Marie Loger, d'être venue nous raconter votre parcours et cette nouvelle aventure de Better. Better, c'est dans la boîte.